Lors du dîner, maman a sifflé, je n'installe que la vraie famille. Je n'ai pas eu d'assiette. Je n'installe que la vraie famille. Ce furent les mots exacts que ma mère, Béatrice, m'a sibilés tout en ajustant sa serviette en soie parfaitement repassée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas fait de scène. Elle a simplement baissé la voix dans ce registre glacial et calculateur qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait me rabaisser sans attirer l'attention des tables environnantes. Je me tenais là, au milieu du restaurant le plus exclusif et ridiculement cher de la ville, tenant la petite main tremblante de ma fille de 10 ans, Hazel. Les lustres en cristal au-dessus de nous jetaient une lueur dorée et chaleureuse sur la longue table en acajou, illuminant les visages rieurs de mes proches, des demoiselles d'honneur de ma sœur Cassandra et de divers amis de la famille. Tout le monde avait une assiette en argent devant soi. Tout le monde avait un verre à eau en cristal. Tout le monde avait un carton de menu personnalisé, gaufré d'or, avec son nom clairement imprimé dessus. Tout le monde sauf moi et ma fille. J'ai regardé la table, traçant l'espace vide entre mon oncle et un cousin éloigné où 2 chaises auraient dû se trouver. Puis j'ai regardé Cassandra. Ma sœur aînée, la future mariée, était occupée à faire semblant d'admirer sa bague de fiançailles de 3 carats. Elle évitait délibérément mon regard, élevant son verre de champagne importé vers la lumière comme si la conversation qui se déroulait à 60 cm d'elle ne la concernait pas du tout. À l'autre bout de la table était assis mon père, Richard. Il a croisé mon regard pendant une fraction de seconde avant de trouver soudainement le tissu de son pantalon de costume incroyablement intéressant. Il a fixé ses genoux, choisissant le silence total, tout comme il le faisait toujours chaque fois que Béatrice passait à l'attaque. Maman, a chuchoté Hazel, sa petite voix tremblant. Maman, où est-ce qu'on s'assied? J'ai serré doucement sa main, essayant de refouler la terrible vague de nausée qui me montait à la poitrine. J'ai de nouveau regardé Béatrice. Elle beurrait un morceau de pain artisanal, totalement indifférente au fait que sa petite fille de 10 ans se tenait juste derrière elle, luttant visiblement contre ses larmes. C'est une plaisanterie, ai-je demandé, en gardant ma voix dangereusement basse. J'ai conduit pendant 3 heures dans un trafic intense aux heures de pointe pour arriver ici. Tu m'as spécifiquement dit que le dîner de répétition commençait à 17h pile. Béatrice a enfin levé les yeux, son expression se transformant en un masque de confusion poli qu'elle portait si parfaitement. Oh, Valérie, s'il te plaît, ne commence pas ton drame ici. Pas ce soir. C'est le week-end spécial de Cassandra. J'ai simplement dû faire quelques ajustements de dernière minute au plan de table. Les amis d'université de Cassandra sont arrivés par avion plus tôt et avaient besoin d'une place pour s'asseoir. Et comme tu es toujours si occupé par ton travail, et que tu dis toujours que tu as des emails à rattraper, je me suis dit que cela ne te dérangerait pas de te retirer. De toute façon, je n'ai commandé à manger que pour la famille proche et le cortège nuptial. La famille proche. Les mots ont résonné dans ma tête avec force et violence. Je suis ta fille, ai-je dit, en la regardant droit dans ses yeux froids. Hazel est ta petite fille. Ne sommes-nous pas de la famille? Béatrice a soupiré de manière théâtrale, levant les yeux au ciel comme si j'étais un tout petit en train de faire un caprice au milieu d'un rayon de supermarché. Ne fais pas ça. Pas ici, a-t-elle marmonné, en mâchant son pain lentement et délibérément. De toute façon, Hazel est un peu trop bruyante pour ce genre d'endroit luxueux, et franchement, j'ai besoin que ce soir soit absolument parfait. Tu peux l'emmener manger un burger plus bas dans la rue ou quelque chose comme ça. Nous te verrons à la cérémonie demain s'il y a de la place dans les rangées du fond. J'ai senti Hazel tressaillir à mes côtés. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu la première larme s'échapper, roulant silencieusement sur sa joue. Elle a essayé de l'essuyer rapidement du revers de la main, mais le mal était déjà fait. À cet instant précis, en regardant mon enfant innocente et magnifique absorber le rejet cruel et intentionnel de sa propre grand-mère, quelque chose a tout simplement lâché dans mon cerveau. La fille désespérée de plaire que j'avais été pendant 34 ans est morte juste là, sur ce tapis importé de grande valeur. J'ai réalisé que ma vie entière avait été une audition désespérée pour un rôle que je n'allais jamais obtenir. Je n'allais jamais être l'enfant chéri. Je n'allais jamais être respecté. J'étais juste le portefeuille. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas renversé la lourde table ni jeté un verre de vin rouge au visage de ma mère, même si chaque instinct primaire de mon corps me hurlait de faire exactement cela. Au lieu de cela, j'ai pris une longue et profonde inspiration, laissant la réalité glaciale de la situation m'envahir. D'accord, ai-je dit doucement. Je comprends parfaitement.
Béatrice m'a adressé un petit sourire suffisant et victorieux, supposant manifestement que j'avais cédé sous la pression, comme je le faisais toujours. Bien. Maintenant, s'il te plaît, pars discrètement, et laisse-nous profiter de notre soirée. J'ai tourné le dos à la table, j'ai pris Hazel dans mes bras et je suis parti sans un mot de plus. Mais je n'allais pas chercher un burger. J'allais dans le hall d'entrée pour passer un coup de téléphone qui allait transformer leur soirée parfaite en un cauchemar absolu. La climatisation dans le vaste hall du restaurant était glaciale, mais mon sang bouillait si fort que je sentais à peine le froid sur ma peau. J'ai porté Hazel jusqu'à une banquette en velours pelucheux près du vestiaire vide et je l'ai assise doucement. Elle sanglotait à présent à chaudes larmes, ses minuscules épaules secouées alors qu'elle cachait son visage dans ses mains. Elle essayait si fort de ne pas faire de bruit, ce qui rendait la scène encore plus déchirante. « Pourquoi grand-mère me déteste ?» a-t-elle lâché en larmes, me regardant avec des yeux rouges et humides. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que ma robe n'était pas assez jolie pour elle ?» Cette question a brisé mon cœur en 1 million de morceaux acérés. Je me suis agenouillé sur le sol en marbre devant elle, la prenant par les épaules. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai parlé avec une conviction absolue, ayant besoin qu'elle comprenne chaque mot. « Écoute-moi, Hazel. Tu es parfaite. Ta robe est magnifique, et tu es la fille la plus intelligente et la plus gentille du monde entier. Grand-mère est brisée à l'intérieur. Elle utilise l'amour comme une arme pour blesser les gens quand elle veut se sentir puissante. Elle repousse les gens parce qu'elle est malheureuse et qu'elle veut que tout le monde se sente malheureux aussi. Cela n'a absolument rien à voir avec toi. Tu m'entends ? Tu n'as jamais à gagner ta place à la table de qui que ce soit. Si quelqu'un ne veut pas de toi là-bas, tu t'en vas. » Elle a hoché la tête lentement, essuyant ses yeux avec sa manche. Je me suis levé, j'ai embrassé son front et j'ai sorti mon téléphone portable de mon sac. J'ai fait défiler mes contacts et j'ai composé le numéro de Marcus, l'organisateur de mariage haut de gamme que ma sœur avait insisté pour embaucher. Marcus a décroché à la 2e sonnerie. Le bruit de fond chaotique d'une cuisine animée résonnait dans le haut-parleur. Valérie. Salut, ma chérie. Tu es à l'intérieur. J'ai cru te voir franchir les portes d'entrée tout à l'heure. Marcus, j'ai besoin que tu vérifies la liste des invités pour le dîner de répétition de ce soir, ai-je dit, ma voix totalement dépourvue d'émotion. J'ai besoin de savoir exactement quand mon nom a été retiré. Il y a eu un long silence inconfortable à l'autre bout du fil. J'ai entendu le froissement de papiers épais, puis le tapotement sur l'écran d'un iPad. Voyons voir. Waouh. D'accord. Il semble que ta mère m'ait appelé mardi matin dernier. Elle m'a explicitement demandé de vous rayer, toi et Hazel, du plan de table et de vous remplacer par 3 des amis de club universitaire de Cassandra. Elle m'a dit que tu avais un voyage d'affaires obligatoire de dernière minute et que tu ne pouvais pas venir. Je suis vraiment désolé, Valérie. Ils ne te l'ont vraiment pas dit ? Mardi. Nous étions samedi. Elles avaient prévu de m'humilier pendant 5 jours entiers. Elles m'avaient laissé prendre congé du travail, acheter une nouvelle robe, faire coiffer Hazel par un professionnel et conduire 3 heures dans les embouteillages, tout en sachant pertinemment qu'il n'y aurait pas de chaise pour nous à notre arrivée. Je vois, ai-je répondu, ma poigne se serrant sur le téléphone jusqu'à ce que mes articulations deviennent complètement blanches. Marcus, laisse-moi te poser une question très importante. Quelle carte de crédit est actuellement enregistrée pour tout ce week-end ? Le dîner de répétition de ce soir, les énormes arrangements floraux de demain, le bar à volonté haut de gamme, la location de la salle, tout cela. Quel nom figure sur le mode de paiement principal ? Eh bien, le tien évidemment, a dit Marcus, semblant un peu confus par la question. C'est la carte d'entreprise noire que tu as autorisée le mois dernier lorsque l'énorme acompte final était dû. 50 000 $ pile. Ta mère a dit que c'était ton cadeau généreux à la mariée en raison de ta récente promotion. C'est ça. Mon cadeau. Marcus, je veux que tu m'écoutes très attentivement, ai-je dit, en articulant chaque syllabe pour qu'il n'y ait aucune place pour un malentendu. Je me tiens dans le hall en ce moment même. J'annule officiellement mon invitation à l'ensemble de ce mariage et, en tant que seule financière de cet événement, je t'informe que je retire mon financement avec effet immédiat. Coupe tout. Marcus a poussé un soupir aigu de panique. Valérie, attends. Tu ne peux pas faire ça. Les contrats légaux sont signés. Les prestataires sont déjà là.
L'acompte de 50 000 $ est totalement non remboursable. La salle garde cet argent indépendamment de ce qui se passe ce soir. J'ai souri, d'un sourire froid et impitoyable que je n'avais jamais senti sur mon propre visage auparavant. Oh, je sais que l'acompte reste, Marcus. J'ai lu le contrat en détail. Garde les 50 000. Paye bien ton personnel dévoué ce soir, mais tu vas entrer dans cette salle à manger privée à l'instant même, et tu vas informer Béatrice et Cassandra que le bar ouvert est définitivement fermé. Le bœuf wagyu haut de gamme qu'elles ont commandé est annulé. À moins qu'elles ne puissent présenter leur propre carte de crédit pour couvrir le solde restant pour ce soir et la cérémonie de demain, tu arrêtes tout ce cirque. Valérie, es-tu absolument sûre de toi? Cela va provoquer une explosion nucléaire là-dedans, a prévenu Marcus, bien que je puisse déceler une pointe distincte de respect professionnel dans sa voix basse. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie, ai-je dit. Je rentre à l'instant pour annoncer la nouvelle moi-même. J'ai remis mon téléphone dans mon sac en cuir, j'ai pris une grande inspiration pour me calmer, et je me suis penché pour prendre à nouveau la main d'Azel. Nous allons retourner à l'intérieur juste une minute, ma puce, lui ai-je dit doucement, en me forçant à afficher un sourire chaleureux. Et puis nous allons quitter cet endroit et aller manger la coupe glacée la plus grande et la plus ridiculement chère de toute cette ville. Elle m'a regardé, encore un peu hésitante, mais elle a serré mes doigts et a hoché la tête. J'ai poussé les lourdes portes en chêne de la salle à manger privée. Le volume sonore à l'intérieur avait augmenté de manière significative depuis notre départ. Les gens riaient fort, trinquaient avec des flûtes de champagne onéreuses et prenaient d'innombrables photos de Cassandra posant comme une reine en bout de table. Béatrice menait la conversation, racontant une histoire exagérée et animée à ma tante, ses mains s'agitant de manière théâtrale dans les airs. Quand je suis revenu dans la pièce, ma mère s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Son sourire a disparu instantanément. Elle a poussé un lourd soupir d'irritation, visiblement agacée que j'ai le culot de revenir et de gâcher sa perfection esthétique. Valérie, je croyais t'avoir dit de prendre l'enfant et de partir. J'ai levé un doigt, la réduisant au silence instantanément. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas crié, mais l'autorité pure et sans excuse de ma posture a fait tomber un silence de mort sur toute la pièce. Les fourchettes ont cliqueté maladroitement contre les assiettes en porcelaine, puis se sont arrêtées complètement. Les têtes se sont tournées vers nous. Cassandra a baissé son verre, son visage parfaitement maquillé se tordant en une vilaine grimace. Ne t'inquiète pas, mère. Je ne reste pas, ai-je annoncé, projetant ma voix pour que chaque personne dans cette grande pièce puisse m'entendre clairement. Je voulais juste m'excuser personnellement auprès de tout le monde pour avoir interrompu le dîner. Je viens d'être informé par Marcus, l'organisateur du mariage, que mon invitation à ce mariage a été officiellement annulée par ma propre mère mardi dernier. Des murmures anxieux ont immédiatement éclaté parmi les parents éloignés et les amis de la famille. Le visage de Béatrice est devenu d'un rouge profond et colérique. Valérie, arrête ces bêtises tout de suite, a-t-elle sifflé, regardant nerveusement autour d'elle pour voir qui écoutait. Tu embarrasses la famille en public. Non, Béatrice, vous vous êtes embarrassée vous-même, l'ai-je corrigé, en gardant un ton d'une platitude mortelle, totalement dépourvu de la soumission habituelle qu'elle attendait de moi. Mais comme je ne suis plus considéré comme faisant partie de la famille proche, et qu'il n'y a apparemment pas d'assiette pour moi ou mon enfant, j'ai décidé d'ajuster mon cadeau de mariage en conséquence. Cassandra s'est levée brusquement, sa lourde chaise grinçant bruyamment sur le parquet ciré. De quoi parles-tu? Tu essaies de gâcher mon week-end juste parce que tu es jalouse? J'ai regardé ma sœur droit dans les yeux, cette sœur qui n'avait pas travaillé dur un seul jour de sa vie. Cette sœur dont j'avais discrètement payé les chaussures de créateur et les vacances de luxe au cours des 10 dernières années. Je viens de parler avec l'organisateur du mariage, Cassandra. Tu vois, l'acompte de 50 000 $ que j'ai versé le mois dernier, il reste. L'établissement peut le garder. Considère cela comme un cadeau de départ très généreux. Mais chaque dépense à partir de cette seconde précise, le bar ouvert haut de gamme auquel vous buvez, les steaks importés que vous vous apprêtez à manger, les immenses arches florales en cours de construction pour demain, tout a été complètement coupé. Un halètement collectif a résonné dans la salle à manger. Mon oncle a failli s'étouffer avec son vin rouge, toussant violemment dans sa serviette. Mon père a enfin levé les yeux de ses genoux, son visage devenant complètement pâle d'horreur absolue. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Béatrice, abandonnant complètement sa façade polie et sophistiquée.
Sa voix était aiguë, désespérée et résonnait contre les murs. La facture totale restante pour ce soir et demain s'élève à $60 000 de plus. Alors tu ferais mieux de commencer à faire la vaisselle, mère, ai-je répondu, la fixant sans aucune empathie, parce que la banque privée de Valérie est définitivement fermée. Vous vouliez un dîner en famille proche. Vous l'avez. Vous pouvez le payer vous-même. Je me suis retourné. Le silence dans la pièce était si lourd et étouffant qu'il ressemblait à un poids physique pressant contre les murs. Juste avant que les lourdes portes en chêne ne se referment derrière moi, j'ai entendu le bruit caractéristique de Marcus entrant d'un pas rapide dans la pièce. Il s'est raclé la gorge bruyamment et a brandi un terminal de paiement numérique noir. « Excusez-moi, mesdames et messieurs », a annoncé Marcus, sa voix professionnelle de service client parvenant parfaitement jusqu'au couloir. « Je vais avoir besoin d'une nouvelle carte de crédit valide enregistrée avant que les hors-d'œuvre ne puissent être servis. » Je ne suis pas resté pour entendre les hurlements qui ont inévitablement suivi. Je suis sorti directement par les portes d'entrée du restaurant, l'air frais de la nuit frappant mon visage comme une bénédiction absolue. J'ai regardé Hazel alors que nous marchions vers le parking. Elle ne pleurait plus. En fait, elle me regardait avec de grands yeux complètement émerveillés. « Maman » a-t-elle chuchoté alors que nous atteignions la voiture. « Est-ce qu'on va vraiment manger de la glace maintenant ?»« Oui, mon bébé », ai-je souri, en déverrouillant les portières et en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis 34 ans. « On va prendre toute la glace. » Le trajet de retour vers ma maison a pris près de 3 heures, mais étrangement, il a semblé être le trajet le plus court de toute ma vie. Les lumières vives de la ville défilaient devant les vitres de la voiture, peignant l'intérieur sombre de flashs rythmés d'orange néon et de blanc cru. Hazel s'est endormie profondément sur le siège arrière dès les 40 premières minutes. Je l'ai regardée dans le rétroviseur. Sa tête reposait doucement contre sa ceinture de sécurité, elle avait l'air si paisible que ma poitrine s'est serrée d'un amour féroce et protecteur. J'ai gardé la radio complètement éteinte. Le lourd silence qui remplissait la voiture était exactement ce dont mon cerveau avait besoin. Pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne, je ne sombrais pas dans un gouffre de culpabilité toxique. Je ne me torturais pas l'esprit pour savoir ce que j'aurais pu faire différemment ou pour répéter les excuses que je présentais normalement pour arranger les choses. Le brouillard épais de manipulation émotionnelle qui avait obscurci mon jugement pendant des décennies était enfin en train de se dissiper. Et ce que je voyais clairement à présent n'était rien d'autre qu'une vérité laide et indéniable. Alors que je serrais le volant en cuir, mon esprit est retourné jusqu'à mon enfance. En grandissant dans la maison de mes parents, l'amour n'était jamais un droit acquis. C'était une monnaie d'échange hautement compétitive, et ma mère en était la banque centrale impitoyable. Cassandra, avec son charme naturel et son sourire de reine de beauté, recevait absolument tout sur un plateau d'argent. Elle était l'enfant chéri incontesté. Celle qui n'avait jamais à faire les corvées du week-end. Celle qui avait reçu en cadeau une voiture de sport neuve pour ses 16 ans. Celle dont les énormes erreurs étaient simplement balayées comme de mignons petits accidents. Moi, en revanche, j'étais la bête de somme désignée. J'étais celle qui devait gagner sa place chaque jour. Si je rapportais un A- à un test de mathématiques, ma mère croisait les bras et exigeait de savoir pourquoi ce n'était pas un A+. Si je passais des heures à récurer les sols de la cuisine, Béatrice passait lentement son doigt sur le comptoir en marbre, y trouvait une seule poussière microscopique et me la montrait juste pour me rappeler que je n'étais pas assez bonne. J'ai appris très tôt que le seul moyen possible d'obtenir une miette d'attention positive de la part de mes parents était d'être incroyablement, indéniablement utile. Alors, je me suis rendu utile. J'ai cumulé 3 emplois différents tout au long de mes études universitaires pendant que Cassandra faisait la fête. Je me suis frayé un chemin dans un cabinet financier hautement compétitif du centre-ville de Chicago. Je suis devenue consultante financière principale avant même d'avoir 30 ans. J'ai gagné de l'argent, beaucoup d'argent. Et miraculeusement, dès que mon compte bancaire a commencé à grossir, l'intérêt soudain et débordant de ma mère pour ma vie a fait de même. Soudain, j'ai été incluse dans les discussions de groupe familial quotidiennes. Soudain, mes parents se vantaient d'être fiers de moi. Mais cette fierté s'accompagnait toujours d'un prix élevé. Cela a commencé modestement au début, en payant un dîner de famille chic par-ci, en couvrant le loyer trop cher de Cassandra pour un mois par-là. Puis la situation a rapidement dégénéré. Chaque fois qu'il y avait une crise, Béatrice m'appelait, pleurant faussement au téléphone, parlant sans fin de la façon dont la famille prend soin de la famille. Et moi,
pathétique et désespéré d'obtenir cette validation éphémère, j'ouvrais toujours mon portefeuille. Lorsque mon ex-mari et moi avons divorcé il y a 3 ans, ma famille a à peine pris des nouvelles de moi. Ils n'ont pas apporté de gratin ni proposé de garder Hazel, mais ils n'ont certainement pas cessé de me demander des faveurs financières. En fait, Béatrice a eu le culot de suggérer que mon divorce était le résultat direct de mes trop nombreuses heures de travail, me rejetant subtilement la faute de l'échec de mon mariage, tout cela alors qu'elle était assise dans une station balnéaire de luxe que j'avais entièrement payée. Je les avais laissés me traiter comme un distributeur automatique de billets sur pattes parce qu'une partie brisée et non guérie de mon enfant intérieur croyait encore bêtement que si je payais assez, si je sacrifiais assez, il finirait par m'aimer pour ce que j'étais. Et non pour ce que je pouvais fournir. Mais voir ma fille pleurer dans ce hall de restaurant froid a brisé cette pathétique illusion pour toujours. Ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient mon plafond de crédit. Et le pire, c'est qu'ils s'y croyaient fondamentalement et entièrement autorisés. J'ai tourné le volant, prenant la sortie vers ma banlieue tranquille. La colère que je ressentais à présent n'était plus chaude et explosive. Elle était glaciale. Elle était calculatrice. Et elle se concentrait entièrement sur le démantèlement de l'immense empire financier que j'avais accidentellement construit pour eux. Pour comprendre véritablement la panique chaotique absolue qui devait régner dans ce restaurant à cet instant, il faut comprendre le réseau de mensonges massifs et fragiles que ma mère avait soigneusement tissé au cours des 15 dernières années. Béatrice était une femme complètement obsédée par son image publique. Elle avait désespérément besoin que ses amis fortunés du country club local croient qu'elle et mon père étaient issus de la vieille bourgeoisie, qu'ils appartenaient à l'élite financière, qu'ils étaient sophistiqués et indépendamment riches. La réalité concrète était que mon père était un comptable à la retraite issu de l'encadrement intermédiaire et que ma mère n'avait pas occupé d'emploi rémunéré depuis les années 1980. Leurs revenus de retraite fixe combinés couvraient à peine leurs impôts fonciers annuels. Alors, comment diable s'offraient-ils des croisières de luxe en Europe chaque été? Le véhicule utilitaire sport de luxe flambant neuf garé dans leur allée tous les 3 ans, les rénovations massives de la cuisine, la réserve infinie de sacs à main de créateurs que Cassandra affichait constamment sur ses pages de réseaux sociaux? Ils se l'offraient grâce à moi. Mais Béatrice ne pouvait jamais, au grand jamais, admettre ce fait humiliant devant son cercle social. Cela aurait entièrement détruit son ego fragile de confesser qu'elle était complètement dépendante financièrement de la fille même qu'elle critiquait constamment en public. Alors elle a inventé un mensonge brillant, blindé, hautement pratique. Elle a dit à tout le monde dans notre famille élargie et à toutes les dames de son country club que mon père avait reçu un énorme héritage secret d'un riche parent éloigné en Angleterre. Elle affirmait que cet héritage fictif avait été soigneusement placé dans un fonds fiduciaire à haut rendement qui leur permettait prétendument de mener leur train de vie somptueux et sans stress. Chaque fois que ma tante curieuse demandait comment il pouvait se permettre d'envoyer Cassandra en vacances improvisées d'1 mois à Bali, Béatrice se contentait de sourire poliment. De boire une délicate gorgée de son thé glacé et d'évoquer vaguement à quel point ils étaient bénis par cet héritage. C'était l'histoire de couverture parfaite. Personne ne demande de déclaration de revenus lors d'une réception dans un jardin. Derrière les portes closes, la réalité était tout autre. J'étais l'héritage. Au fil des ans, pour me faciliter la tâche et mettre fin aux appels téléphoniques incessants demandant des virements d'argent, je les avais bêtement ajoutés comme utilisateurs autorisés sur mes comptes personnels. Cela a commencé par une simple carte de crédit d'urgence pour mes parents, à garder dans leur boîte à gants. Puis Cassandra a soudainement eu besoin d'une carte pour ses manuels universitaires, ce qui s'est rapidement transformé en un financement complet de sa vie sociale tout au long de sa vingtaine. Avant même que je ne réalise ce qui se passait, je m'étais empêtré dans un réseau complexe et inextricable de dépenses familiales partagées. Je payais leur assurance automobile haut de gamme. Je payais leurs factures de téléphone portable illimitées. Je payais leurs abonnements premium de câble et de streaming. J'avais même un compte de chèque joint avec mon père, spécifiquement configuré pour couvrir automatiquement leurs versements hypothécaires chaque fois qu'ils se trouvaient inévitablement à court d'argent à la fin du mois. Ils vivaient dans un monde de fantaisie complet, glissant négligemment des cartes noires sur lesquelles mon nom était gravé, jouant aux riches pendant que je travaillais 60 heures par semaine à analyser les tendances du marché juste pour que leur machine continue de fonctionner sans accroc. Ils s'étaient si profondément habitués à ce flux d'argent infini qu'ils avaient complètement cessé de le voir comme une faveur. C'était devenu une attente de base, un droit fondamental. Je me souviens très bien d'un dîner de Thanksgiving il y a quelques années. J'avais gentiment évoqué le fait que mes économies personnelles en prenaient un coup à cause de la décision soudaine et coûteuse de Cassandra d'entrer dans une école de cuisine,
une école que je payais entièrement. Béatrice m'avait littéralement ri au nez. Oh, Valérie, s'il te plaît, ne sois pas si dramatique, avait-elle dit, tout en versant nonchalamment de la sauce chaude sur sa dinde rôtie. Tu gagnes bien plus qu'assez dans ton cabinet. La famille est de la famille. De plus, il est de ton devoir de veiller à ce que ta sœur réussisse dans la vie. Tu es la plus forte. La plus forte. J'ai réalisé bien plus tard que c'était simplement leur code interne pour désigner celle qui paie les factures. En garant ma voiture dans mon garage sombre et en coupant enfin le moteur, j'ai réalisé à quel point j'avais encouragé leur illusion toxique. J'avais construit une forteresse imprenable de sécurité financière autour d'eux, les protégeant des dures conséquences de leur propre paresse financière. J'avais littéralement financé l'image polie et factice qu'ils aimaient montrer au monde. Et maintenant, j'allais brûler cette forteresse jusqu'au sol. Sans mon argent coulant constamment, le grand mensonge de l'héritage s'effondrerait instantanément. Les dames du country club verraient la vérité. La famille élargie verrait la vérité. Ils seraient violemment exposés, non seulement comme des imposteurs, mais comme des adultes capables d'aucune autonomie qui ne pouvaient même pas payer leur propre repas de restaurant sans que leur fille délaissée ne règle discrètement l'énorme facture. J'ai détaché ma ceinture de sécurité, j'ai contourné la voiture et j'ai délicatement pris Hazel dans mes bras. Elle restait profondément endormie, respirant doucement contre mon épaule. Je l'ai portée à l'intérieur de la maison silencieuse, j'ai verrouillé la lourde porte d'entrée et je l'ai allongée dans son lit, remontant les couvertures chaudes jusqu'à son menton. Je suis resté sur le pas de sa porte un long moment, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Je me suis promis à cet instant précis qu'elle ne grandirait jamais en pensant que l'amour était une transaction financière. Puis j'ai marché droit vers mon bureau à domicile, j'ai allumé mon ordinateur portable et je me suis préparé à larguer la véritable bombe. Avant même de pouvoir commencer à démanteler les comptes, je devais m'asseoir là et faire face à la raison exacte et exaspérante pour laquelle nous étions à ce ridicule dîner de répétition à 50 000 $. Le mariage n'avait jamais, au grand jamais, été censé être cet événement massif, cinématographique et démesuré. Lorsque Cassandra s'est fiancée, il devait s'agir d'une cérémonie modeste et élégante dans un jardin botanique local avec peut-être 50 invités proches. Mais il y a exactement 3 mois, tout a changé. J'ai reçu une promotion importante dans mon cabinet financier. J'ai été officiellement nommée associée gérante, ce qui a porté mes revenus annuels à un niveau dont je n'avais fait que rêver lorsque j'étais une étudiante fauchée. C'était l'aboutissement incroyable d'une décennie entière de travail acharné, de nuits blanches, de déjeuners sautés et d'un stress permanent et écrasant. Comme une idiote complète, j'ai partagé la bonne nouvelle dans notre discussion de groupe familial. J'étais sincèrement fier de moi. Je voulais bêtement que mes parents me disent enfin qu'ils étaient fiers de moi, eux aussi. Au lieu d'un simple message de félicitations, mon téléphone a sonné moins de 10 minutes plus tard. C'était Béatrice. Elle n'a pas posé une seule question sur mon nouveau titre professionnel. Elle n'a pas posé de questions sur mes nouvelles responsabilités ni sur la façon dont je prévoyais de fêter cela. Ses tout premiers mots lorsque j'ai répondu au téléphone ont été « Valérie, c'est une bénédiction absolue de Dieu. Le mariage de Cassandra est dans seulement 3 mois, et ce nouveau revenu est exactement ce dont nous avions besoin. » Ce qui a suivi a été une véritable leçon de manipulation émotionnelle. Béatrice affirmait que Cassandra était profondément déprimée parce que la famille de son nouveau fiancé était incroyablement riche et que notre famille avait désespérément besoin de montrer que nous pouvions rivaliser avec leur statut social élevé. Elle a dépeint un portrait pathétique et déchirant de ma sœur de 30 ans pleurant chaque soir dans son lit parce que son mariage aurait l'air bon marché et embarrassant comparé à ceux de ses amis fortunés. « Tu as tout cet argent frais maintenant, Valérie » avait dit Béatrice, sa voix dégoulinant de cette douceur toxique et culpabilisante. À quoi sert une promotion majeure si tu ne peux pas l'utiliser pour offrir à ta sœur unique le jour le plus important de toute sa vie? C'est ton devoir en tant que sœur aînée. Tu ne veux pas qu'elle soit humiliée devant sa nouvelle belle famille, n'est-ce pas? Pense à la réputation de la famille. Nous devons maintenir notre rang. Elle a utilisé les mots-clés exacts qu'elle savait capable de déclencher mes angoisses les plus profondes. Elle a parlé sans fin de la façon dont ce mariage était une promotion massive pour la position sociale globale de notre famille. Elle a parlé d'héritage. Elle a parlé d'obligation morale. Contre mon propre jugement et ignorant les signaux d'alarme qui hurlaient dans ma tête, j'ai cédé. J'ai accepté de payer la salle de luxe, le traiteur haut de gamme et le ridicule dîner de répétition. J'ai remis ma carte d'entreprise noire directement à l'organisateur du mariage,
Marcus, avec une limite financière très stricte. Mais évidemment, cela ne leur a pas suffi. Dès l'instant où l'argent a été garanti et les contrats signés, leur attitude à mon égard est immédiatement redevenue de l'irritation pure. Je n'étais plus la généreuse sauveuse. J'étais juste la directrice de banque agaçante à laquelle ils devaient faire face. Ils m'ont délibérément exclu des essayages de la robe de mariée. Ils m'ont commodément laissé de côté lors des dégustations de gâteaux coûteux. Et enfin, comme je venais de l'apprendre, ils ont annulé purement et simplement mon invitation parce qu'ils avaient désespérément besoin de place pour des personnes qu'ils appréciaient vraiment. Ils voulaient ardemment les fruits financiers de ma promotion, mais ils ne voulaient absolument pas de moi dans la pièce. Assise seule dans la pénombre de mon bureau à domicile, la lueur vive de l'écran d'ordinateur illuminant mon visage, j'ai ressenti un sentiment de clarté étrange et magnifique. Le piège de la promotion s'était refermé, mais c'était eux qui s'y trouvaient pris, pas moi. Ils avaient agressivement amélioré tout leur train de vie pour ce week-end de mariage spécifique, en se basant uniquement sur de l'argent qu'ils ne possédaient pas réellement. J'ai ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur internet et j'ai navigué directement vers mon tableau de bord bancaire principal. J'ai bu une longue gorgée d'eau glacée. Mes mains, qui tremblaient à peine 2 heures auparavant, étaient maintenant complètement stables. Il était enfin temps de couper les fils. L'horloge numérique lumineuse dans le coin inférieur de mon écran d'ordinateur affichait exactement 23h45. La maison était d'un calme de mort. Le seul son dans toute la pièce était le cliquetis doux et rythmé de ma souris d'ordinateur alors que je naviguais de manière offensive à travers 15 ans de dépendance financière toxique. J'ai commencé immédiatement par les cartes de crédit. J'ai cliqué directement sur l'onglet des utilisateurs autorisés de mon compte Platine principal. Ils étaient là, alignés sur l'écran comme des parasites attachés à un hôte. Béatrice Mitchell, Richard Mitchell, Cassandra Mitchell. D'un seul clic, j'ai sélectionné le nom de Cassandra. Une invite d'avertissement rouge vif est apparue à l'écran, me demandant si j'étais absolument sûr de vouloir supprimer cet utilisateur et résilier ses privilèges de carte immédiatement. J'ai cliqué sur confirmer sans ciller. Juste comme ça, son fonds d'urgence pour le shopping, son allocation quotidienne de café et tout son filet de sécurité financière se sont évanouis en fumée. Ensuite, ce fut ma mère. Supprimé. Confirmé. Puis mon père. Supprimé. Confirmé. Je suis passé rapidement au compte de chèques partagé. J'ai transféré chaque centime du compte joint que je détenais avec mon père directement vers mon propre compte d'épargne privé et hautement sécurisé. J'ai laissé un solde restant d'exactement $0. J'ai ensuite navigué vers les paramètres du compte et j'ai annulé définitivement la protection automatique contre les découverts qui leur avaient évité de rejeter des dizaines de chèques au cours des 5 dernières années. Puis est venue la liste interminable des factures mensuelles récurrentes. Je me suis connecté au site web du fournisseur de téléphonie mobile. J'ai supprimé impitoyablement leurs 3 lignes de téléphone de mon forfait familial illimité, coupant ainsi leur service de données, de SMS et d'appels à la fin exacte du cycle de facturation, qui coïncidait par hasard avec demain à minuit. Je me suis ensuite connecté au portail d'assurance automobile et j'ai retiré la berline de luxe onéreuse de Cassandra de ma police premium. Si elle voulait se rendre à sa propre lune de miel la semaine prochaine, elle conduirait sans aucune assurance, à moins qu'elle ne trouve par magie le moyen de la payer elle-même. J'ai passé en revue chaque ligne de dépenses de mon budget. J'ai annulé l'abonnement de télévision par câble premium. J'ai annulé les cotisations ridicules du country club qui étaient automatiquement prélevées sur mon compte de chèque le premier jour de chaque mois. J'ai complètement rompu tous les modes de paiement d'urgence liés à leur nom. J'ai résilié chaque approbation de réservation automatique liée à de futurs événements familiaux. Il m'a fallu moins de 45 minutes pour défaire complètement une décennie et demie de dépendance financière massive. Je me suis adossé dans mon lourd fauteuil de bureau en cuir et j'ai fixé l'écran lumineux. Le tableau de bord bancaire n'affichait plus qu'un seul nom, Valérie. Juste moi et Hazel. Pendant un bref et fugace instant, j'ai ressenti un pincement fantôme de culpabilité familière, un réflexe résiduel construit par des années de conditionnement psychologique intense. J'ai imaginé mon père âgé se tenant à la station-service demain matin, sa carte refusée devant une file de personnes. J'ai imaginé ma mère assise dans le salon de coiffure de luxe, complètement humiliée lorsque la réceptionniste lui annoncerait que le paiement avait échoué. Mais je me suis souvenu du visage d'Hazel baigné de larmes dans ce hall de restaurant glacial. Je me suis souvenu des lourdes larmes coulant sur ses petites joues. Je me souvenais du ton froid,
moqueur et arrogant de la voix de ma mère me disant d'emmener mon enfant manger un burger bon marché plus bas dans la rue. La culpabilité s'est évaporée instantanément, remplacée par un sentiment de justice profond, solide et indestructible. J'ai fermé mon ordinateur portable, mis mon téléphone en sourdine et j'ai traversé le couloir pour aller me coucher. Pour la première fois depuis 15 longues années, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller une seule fois pour vérifier mes emails professionnels ou m'inquiéter de régler les urgences coûteuses de quelqu'un d'autre. La bombe avait été larguée avec succès. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre le matin pour entendre l'énorme déflagration. Le matin du mariage est arrivé avec un lever de soleil calme et paisible qui filtrait doucement à travers les fenêtres de ma chambre. Je me suis réveillé naturellement, sans l'anxiété stridente d'un réveil. Je me suis étiré, j'ai enfilé mon peignoir usé préféré et je suis descendu dans la cuisine. J'ai décidé de faire des pancakes maison au beurre pour Hazel, prenant mon temps pour mélanger la pâte, profitant du silence simple et domestique de ma propre maison. Il était exactement 8h15 du matin quand mon téléphone portable, posé sur l'îlot de la cuisine, a commencé à vibrer de manière incontrôlable. Il a vibré, s'est arrêté pendant 3 secondes, puis a recommencé à vibrer dans un rythme effréné et incessant. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, j'ai pris le téléphone et j'ai regardé l'écran de verrouillage. J'avais 62 messages textes non lus et 7 appels manqués. Le tout premier appel manqué n'était pas de ma famille. Il provenait de Marcus, l'organisateur du mariage, laissé à exactement 7h30 du matin. Je n'avais pas besoin d'écouter le message vocal pour savoir de quoi il s'agissait. La salle avait officiellement exigé le paiement final pour le traiteur et les arrangements floraux avant de commencer à installer la salle de bal, et Béatrice leur avait fièrement présenté un morceau de plastique qui ne valait plus rien à présent. Les messages textes dans le groupe familial, ironiquement intitulé « Le grand jour de Cassandra », étaient un chef-d'œuvre chaotique de panique croissante. À 7h45, Cassandra avait envoyé « Valérie. Je suis au spa de mariée de luxe avec les filles. La réceptionniste dit que ta carte est refusée pour le forfait maquillage à 500 $. Appelle la banque tout de suite et lève l'alerte à la fraude. C'est trop embarrassant. 10 minutes plus tard, Béatrice est intervenue, Valérie, décroche ton téléphone. Marcus menace d'annuler les arches florales. Il dit que le paiement n'est pas passé. Règle ça immédiatement. À 8h, le ton était passé des demandes agacées à une hystérie totalement incontrôlée. Cassandra a envoyé un message vocal transcrit qui disait « Il demande littéralement à mes demoiselles d'honneur de payer pour leur propre coiffure. Est-ce que tu nous ignores exprès? Tu es en train de gâcher mon matin de mariage. » Je me tenais là, dans ma cuisine, buvant mon café chaud fraîchement infusé, regardant les bulles de texte apparaître les unes après les autres. L'odeur du beurre fondu et du sirop d'érable remplissait l'air, créant un contraste saisissant et magnifique avec la tempête numérique massive qui se déroulait sur mon écran. Je ne ressentais absolument rien pour elle. Aucune sympathie, aucune envie d'intervenir pour sauver la mise. Ces messages frénétiques semblaient provenir de parfaits inconnus. Elles étaient bloquées dans un salon haut de gamme qu'elles ne pouvaient pas se payer. La salle de mariage retenait en otage leurs fleurs de luxe importées. Le personnel du traiteur premium était probablement en train de remballer leur bœuf wagyu onéreux pour le remplacer par l'option de poulet bas de gamme qu'ils avaient dans le congélateur. Tout cela parce que la banque privée de Valérie avait fermé ses portes définitivement. J'ai bu une autre longue gorgée de mon café, sentant la chaleur se propager dans ma poitrine. J'ai doucement glissé mon pouce sur l'écran, fermé l'application de messagerie et je suis retourné les pancakes. Hazel est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard, se frottant les yeux pour chasser le sommeil, complètement inconsciente du fait qu'à des kilomètres de là, sa grand-mère et sa tante vivaient exactement l'humiliation publique qu'elle lui avait si négligemment infligée la veille. Nous finissions à peine de déjeuner quand mon téléphone a recommencé à sonner. Cette fois, l'identité de la plante affichée à l'écran indiquait simplement « Mère ». J'ai laissé sonner 3 fois avant d'appuyer finalement sur le bouton vert de réponse et de presser le téléphone contre mon oreille. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire bonjour. Valérie, a hurlé Béatrice, sa voix si aiguë et forte que j'ai dû éloigner le téléphone de quelques centimètres de ma tête. Qu'est-ce qui se passe avec les comptes? Je me tiens au milieu du hall de l'hôtel avec Marcus et il me dit que tes cartes ne sont pas simplement refusées, elles sont entièrement désactivées. Tu dois appeler ta banque à la seconde même et autoriser les frais. As-tu la moindre idée de l'embarras que cela représente? J'ai avalé ma bouchée de pancake, j'ai pris une inspiration lente et profonde, et j'ai parlé d'une voix parfaitement calme, complètement stable et froide comme la glace.
Il n'y a absolument aucun problème avec la banque, mère, ai-je dit. Je vous ai tous retirés de mes comptes hier soir. Vos cartes sont désactivées parce que ce sont mes cartes, et vous n'avez plus ma permission de les utiliser. Le silence à l'autre bout du fil était si lourd qu'il semblait pouvoir broyer du béton. J'entendais le bruit de fond lointain et chaotique du hall de l'hôtel, mais Béatrice elle-même avait cessé de respirer. Lorsqu'elle a enfin repris la parole, sa voix avait abandonné le ton autoritaire pour passer directement à la culpabilisation toxique habituelle sur laquelle elle s'était appuyée pendant 30 ans. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, a-t-elle sifflé, le venin pur dégoulinant de chaque syllabe. C'est ainsi que tu nous remercies le jour du mariage de ta sœur unique. Tu essaies délibérément de détruire le bonheur de Cassandra parce que tu es une femme aigrie et jalouse. J'ai presque ri devant l'absurdité absolue de sa déclaration. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Que avaient-ils fait exactement? Des années de critiques constantes, de culpabilité sans fin, traitant mon enfant innocente comme un fardeau secondaire. Toute mon enfance a défilé dans mon esprit, parsemée de souvenirs douloureux d'affection conditionnelle et de punitions émotionnelles parfaitement déguisées en éducation parentale. Vous vous êtes embarrassé vous-même à l'instant précis où vous avez fait sentir à ma fille qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa propre famille, ai-je répondu calmement, refusant de m'aligner sur son énergie frénétique. Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille proche. Tu m'as dit que je ne méritais pas d'avoir une place à la table. Alors j'ai pris mon argent et j'ai quitté la table. Sa voix a baissé d'un ton, devenant plus froide et plus désespérée. Si tu ne règles pas ça tout de suite, Valérie, si tu ne transfères pas les fonds à l'instant, on va nous jeter de cette salle. Je ne te le pardonnerai jamais. Je ne te reparlerai plus jamais. J'ai regardé de l'autre côté de l'îlot de cuisine vers Hazel. Elle mangeait tranquillement son petit déjeuner, fredonnant une petite chanson, complètement en sécurité et entièrement aimée. Tant mieux, ai-je dit, en souriant au téléphone. Peut-être que maintenant tu vas enfin comprendre ce que l'on ressent lors d'une humiliation publique. Passe un beau mariage, Béatrice. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai appuyé sur le bouton rouge pour raccrocher, et je suis immédiatement allé dans mes paramètres pour bloquer définitivement son numéro. J'ai fait de même pour Cassandra, puis j'ai bloqué mon père pour faire bonne mesure. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, sentant un poids énorme et écrasant se libérer de mes épaules. La confrontation était terminée. Le pont était enfin brûlé et le feu était incroyablement chaleureux. À 14h cet après-midi-là, alors que Hazel et moi profitions d'une séance de cinéma en matinée dans le complexe local, la guerre des réseaux sociaux a officiellement commencé. Ne pouvant plus m'atteindre directement par téléphone, Cassandra et Béatrice ont déployé leur arme favorite suivante, la manipulation publique et le tribunal de l'opinion de la famille élargie. J'ai ouvert mon application de réseau social en attendant dans la file d'attente pour le popcorn et j'ai vu que Cassandra avait publié un selfie larmoyant très dramatique dans son peignoir de mariée blanc. La légende était un chef-d'œuvre de victimisation professionnelle. On pouvait y lire « le cœur brisé ». On ne sait jamais vraiment qui sont ses véritables ennemis avant le jour le plus important de sa vie. Ma propre sœur a décidé de saboter malicieusement mon matin de mariage par pure jalousie. S'il vous plaît, priez pour moi et ma famille alors que nous essayons de sauver ce qui reste de mon jour spécial. Elle n'a pas mentionné les $50 000 que j'avais déjà payés. Elle n'a pas mentionné l'exclusion cruelle de ma fille. Elle a soigneusement modifié l'ensemble du récit pour se faire passer pour la mariée tragique et innocente et me faire passer pour la méchante riche et instable. En quelques minutes, les intermédiaires ont commencé leur attaque. Mon téléphone s'est mis à s'allumer avec des appels entrants de tantes, d'oncles et de cousins éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 5 ans. Ils sortaient tous de l'ombre, armés d'une indignation moralisatrice, prêts à me faire la leçon sur la loyauté, le pardon et le lien sacré de la famille. J'ai ignoré les 10 premiers appels. Mais lorsque ma tante Suzanne, la sœur aînée agressivement curieuse de Béatrice, a appelé pour la 4e fois consécutive, j'ai décidé de répondre. Valérie Mitchell, je n'arrive pas à croire ce que j'entends, a aboyé tante Suzanne dans le combiné, omettant complètement toute salutation polie. Ta mère est en larmes. Comment peux-tu abandonner ton propre sang un jour comme aujourd'hui? L'argent n'est que de l'argent, Valérie. La famille, c'est pour toujours. Tu dois présenter tes excuses et régler ce gâchis tout de suite. Je suis sorti de la zone bruyante des concessions pour entrer dans un couloir calme. Tante Suzanne, ai-je demandé calmement. Est-ce que ma mère a mentionné ce qu'elle a fait hier soir? Non, a balbutié Suzanne, un peu déstabilisée par mon ton.
Elle a juste dit que tu avais fait une énorme crise et que tu avais coupé ses cartes de crédit. Eh bien, laisse-moi te donner les détails manquants, ai-je dit, ma voix stable et ferme. Hier soir, lors du dîner de répétition pour lequel j'ai payé 50 000 $, Béatrice a regardé ma fille de 10 ans qui pleurait dans les yeux et lui a dit qu'il n'y avait pas de chaise pour elle à la table parce qu'elle n'était pas considérée comme faisant partie de la famille proche. Elle m'a dit d'emmener Hazel manger un burger bon marché. Alors, j'ai pris mon enfant, j'ai pris mon argent et je suis parti. Le silence qui a suivi à l'autre bout du fil avec tante Suzanne était absolument assourdissant. C'est étrange de voir que personne ne semblait se soucier du pardon ou de la loyauté familiale quand c'était mon enfant qui pleurait lors d'un dîner, ai-je insisté, refusant de lui laisser une porte de sortie. Est-ce que Béatrice t'a raconté cette partie de l'histoire? Non, a chuchoté Suzanne, sa colère vertueuse se dégonflant soudainement en un choc embarrassé. Non, elle ne m'a pas dit ça. Elles ne le font jamais, ai-je répondu. Ne m'appelle plus jamais à ce sujet, Suzanne. J'ai raccroché, bloqué son numéro et je suis retourné dans la salle de cinéma. Elle pouvait publier tous les selfies en larmes qu'elle voulait. Elle contrôlait le récit sur les réseaux sociaux, mais elle ne contrôlait plus le portefeuille, et c'était la seule chose qui importait réellement. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher et à jeter de longues ombres sur ma pelouse, la sonnette a retenti. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur MyTéléphone et j'ai ressenti une soudaine bouffée d'irritation. Sur mon Porsche, passant nerveusement son poids d'un pied sur l'autre, se tenait mon père, Richard. Il était censé conduire sa plus jeune fille à l'hôtel dans moins de 2 heures. Au lieu de cela, il se tenait sur mon Porsche dans son smoking sur mesure coûteux, l'air incroyablement fatigué, vieux et vaincu. J'ai ouvert la porte d'entrée, mais je ne me suis pas écarté pour le laisser entrer. Je me tenais bien droite dans l'encadrement, les bras croisés sur ma poitrine. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé à entrer pour voir Hazel. Il m'a juste regardé avec ses yeux tristes et pathétiques qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait que je règle un problème qu'il était trop lâche pour gérer lui-même. « Valérie, s'il te plaît », a-t-il dit, sa voix craquant légèrement. « Ta mère fait une crise de nerfs complète dans la suite nuptiale. La direction de la salle menace de fermer le bar ouvert et de servir de l'eau du robinet. Cassandra a pleuré si fort que sa maquilleuse a abandonné et est rentrée chez elle. S'il te plaît, ma chérie, remets juste les cartes de crédit en marche pour aujourd'hui. On pourra s'asseoir et parler du plan de table demain comme des adultes raisonnables. Je te promets que je forcerai ta mère à s'excuser. » Je l'ai regardé, absolument dégoûté par sa présence. La lâcheté incroyable de l'homme debout devant moi était étouffante. Il ne se souciait pas du fait que sa petite fille avait été publiquement humiliée. Il ne se souciait pas de la maltraitance émotionnelle que j'avais subie pendant des décennies. Il voulait juste que les cris dans ses oreilles s'arrêtent. Il voulait que sa vie confortable, financièrement sûre et factice reprenne, et il était prêt à me sacrifier pour l'obtenir. « Papa », ai-je dit, en gardant ma voix terrifiantement calme. « Où étais-tu hier soir quand maman a dit à Hazel qu'il n'y avait pas de place pour elle ?» Richard a tressailli, baissant les yeux vers ses chaussures en cuir verni. « Valérie, tu sais comment est ta mère lorsqu'elle est stressée par les événements sociaux. Elle ne le pensait pas de la façon dont cela a résonné. Elle était juste dépassée par l'arrivée des amis d'université. Tu es resté assis là, ai-je continué, ignorant sa pathétique excuse. Tu as regardé tes genoux, et tu l'as laissé briser le cœur de ta petite fille parce que tu es trop faible pour lui tenir tête. Tu es resté dans un silence complet pendant 30 ans pendant qu'elle me démolissait pièce par pièce juste pour que tu puisses passer une soirée tranquille à regarder la télévision. Il a de nouveau levé les yeux vers moi, des larmes se formant au coin de ses yeux. Je te demande une seule faveur, Valérie. Juste pour passer ce week-end. Tu n'as plus le droit de me demander de faveur, Richard, ai-je dit, ma voix devenant dure comme l'acier. La banque est fermée. Le mensonge de l'héritage est terminé. Toi et Béatrice allez devoir trouver comment payer vos propres vies à partir de maintenant. Tu ferais mieux de retourner à la salle avant qu'il ne commence à te faire payer le parking. J'ai fait un pas en arrière, j'ai saisi la lourde porte d'entrée et je l'ai refermée fermement au nez de mon père. J'ai verrouillé le verrou de sécurité, je me suis retourné et je suis retourné dans le salon où Hazel regardait des dessins animés. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais sous l'effet de l'incroyable montée d'adrénaline libératrice d'avoir enfin tenu tête à l'homme qui avait toujours refusé de prendre ma défense. Quand le lundi matin est enfin arrivé, je ne me suis pas rendu directement à mon bureau d'entreprise.
Au lieu de cela, j'ai roulé vers le centre-ville jusqu'à un immeuble moderne en verre et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage. J'avais rendez-vous avec Sarah, une avocate impitoyable et incroyablement affûtée qui s'était occupée de mon divorce 3 ans auparavant. Pendant mon divorce, alors que nous démêlions mes actifs personnels, Sarah avait jeté un coup d'œil à mes états financiers et m'avait averti que la dépendance financière massive de ma famille à mon égard était malsaine, hautement inhabituelle et incroyablement dangereuse. Elle m'avait fortement encouragé à établir des limites légales à l'époque, mais j'avais continué à repousser l'échéance parce qu'une petite partie naïve de moi espérait encore que mes parents finiraient par m'aimer sans condition. Cette illusion était morte et enterrée à présent, et j'étais enfin prête à écouter ses conseils juridiques. Je me suis assise en face du grand bureau en acajou de Sarah, buvant un verre d'eau gazeuse pendant qu'elle tapait activement sur son clavier, récupérant les différents documents dont nous avions besoin. Je veux que chaque lien juridique et financier soit complètement rompu, lui ai-je dit, en posant un dossier épais de relevés bancaires imprimés sur son bureau. Je veux que mon nom soit complètement retiré de leur police d'assurance automobile. Je veux être retiré en tant que garante principale des prêts étudiants qu'ils ont contractés pour les études de premier cycle de Cassandra. Je veux dissoudre formellement le compte d'épargne joint et je veux rédiger une lettre officielle de mise en demeure les empêchant de contacter mon employeur ou l'école de ma fille. Sarah a souri, d'un sourire prédateur et hautement satisfait. Elle n'a pas demandé de détails sur l'histoire émotionnelle. Elle s'est immédiatement mise au travail. J'adore les femmes qui finissent par se réveiller, a-t-elle dit, en faisant glisser une pile de documents juridiques sur le bureau vers moi. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons méthodiquement passé en revue chaque étape finale. Nous avons dissous les comptes partagés. Nous avons officiellement résilié les autorisations financières. Nous avons supprimé toutes les protections juridiques que mes revenus d'entreprise leur offraient. J'ai également rédigé un nouveau testament blindé et mis en place un fonds fiduciaire hautement protégé pour Hazel, garantissant que s'il m'arrivait quoi que ce soit, ma mère et ma sœur ne pourraient jamais toucher un seul centime de ma richesse accumulée. À midi, chaque fil juridique restant reliant mes finances durement gagnées à ma famille toxique avait été officiellement coupé. J'ai signé le dernier document, posé le stylo lourd et coûteux, et je me suis adossé dans mon fauteuil. La pile massive de papier posée sur le bureau de Sarah représentait une vie d'exploitation, proprement ficelée et légalement terminée. Chaque signature que j'avais apposée me donnait l'impression de retirer une brique lourde et étouffante du sac à dos massif que je portais depuis mon adolescence. Je suis sorti du cabinet d'avocat pour me retrouver sous la lumière vive du soleil de ce lundi après-midi. Pour la première fois de ma vie professionnelle, le chèque important que je recevrai le vendredi m'appartiendrait entièrement, à moi et à ma fille. Il n'y avait plus de fonds familiaux d'urgence à réserver. Il n'y avait plus de vacances de luxe à financer discrètement. Il n'y avait que mon avenir, complètement propre et entièrement sous mon propre contrôle. Je suis monté dans ma voiture, j'ai allumé la radio et j'ai conduit jusqu'au travail en me sentant plus légère que l'air. Le mercredi soir, la réalité s'est enfin abattue sur Béatrice. Le mariage était terminé. La sympathie sur les réseaux sociaux s'était rapidement tarie et le 1er du mois approchait à grands pas. Sans mes virements automatiques, il se retrouvait soudainement face à un paiement d'hypothèque massif, à d'énormes factures de services publics et à la terrifiante réalisation que les cotisations du country club allaient être rejetées. J'étais assise sur mon Porsche à regarder Hazel dessiner avec des craies colorées sur l'allée quand une berline de luxe familière s'est garée le long du trottoir. Mon estomac s'est serré. Béatrice est descendue de la voiture. Elle ne portait pas sa tenue habituelle et impeccable de country club. Elle avait l'air légèrement échevelée, ses cheveux n'étaient pas coiffés, et elle portait une grande boîte en métal contenant mes biscuits au sucre préférés d'enfance dans une main et un vieil album photo poussiéreux dans l'autre. Elle a remonté lentement l'allée, ignorant complètement Hazel, et s'est approchée des marches du Porsche. Lorsqu'elle a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient remplis de grandes larmes hautement travaillées. « Valérie » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblant d'une fragilité feinte. « S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler ? J'ai apporté tes biscuits préférés. J'ai trouvé de vieilles photos de toi quand tu étais petite. S'il te plaît, ne détruis pas cette famille pour un bête malentendu dans un restaurant. » Je me suis levé, croisant les bras, lui barrant physiquement l'accès à mon Porsche. C'était une performance incroyable. Si je n'avais pas passé 34 ans à étudier ces tactiques de manipulation, j'aurais pu croire qu'elle était désolée. Mais je voyais clair à travers les fausses larmes. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait du versement hypothécaire dû dans exactement 5 jours. Il n'a jamais été question d'un seul malentendu, mère,
ai-je dit, en gardant ma voix plate et entièrement dépourvue d'émotion. Il s'agissait de 30 ans de contrôle émotionnel absolu. Il s'agissait de 30 ans pendant lesquels je n'ai eu de valeur pour toi que lorsque j'étais utile financièrement. Il s'agissait de m'effacer pour que tous les autres membres de cette famille soient à l'aise. Elle a poussé un soupir théâtral et sanglotant, laissant tomber le lourd album photo sur le béton. Il a atterri avec un bruit sourd. Des riverains qui promenaient leurs chiens de l'autre côté de la rue se sont arrêtés pour regarder alors qu'elle éclatait en grands sanglots dramatiques en plein milieu de mon allée. « Je suis ta mère » a-t-elle hurlé, serrant la boîte de biscuits contre sa poitrine. « Je t'ai porté. Je t'ai élevé. Comment peux-tu être si incroyablement cruel ? Nous allons perdre la maison, Valérie. Nous sommes à 30 jours de la faillite absolue. » Et voilà, la vérité absolue était enfin exposée au grand jour. « Cela ressemble à un terrible problème financier, Béatrice, ai-je répondu calmement. Mais ce n'est plus mon problème. Tu dois quitter ma propriété en ce moment même, sinon j'appelle la police pour te faire expulser pour violation de propriété. » Elle a cessé de pleurer instantanément. Les larmes ont disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Le numéro de la mère pathétique et vulnérable s'est évaporé et son visage s'est tordu en un masque de haine pure et vicieuse. Elle réalisait enfin que la manipulation financière ne fonctionnait plus. Le puits était complètement sec. Elle s'est retournée sans un mot de plus, a regagné sa voiture d'un pas militaire, a claqué la portière si fort que les vitres ont tremblé, et est partie en trombe. J'ai regardé ses feux arrière disparaître au coin de la rue, j'ai ramassé l'album photo abandonné et je l'ai jeté directement dans la poubelle extérieure. Pour la première fois de ma vie entière, je n'avais pas cédé. J'ai appris les détails embarrassants du jour du mariage de Cassandra bien plus tard par le réseau de la famille élargie, principalement par des cousins qui étaient bien trop impatients de bavarder sur le désastre absolu dont ils avaient été témoins. Sans mes 50 000 $ d'acompte, l'organisateur du mariage, Marcus, avait été contraint de revoir drastiquement à la baisse tout l'événement pour l'adapter au budget restant que mes parents pouvaient réellement rassembler à la hâte. Les cartes de crédit de ma mère étant rejetées dans toute la ville, l'expérience de luxe que Cassandra avait méticuleusement planifiée pendant des mois s'est évaporée en quelques heures. Le bœuf wagyu de qualité supérieure et le homard poché au beurre ont été complètement annulés. Au lieu de cela, les invités confus se sont vus servir un dîner de poulet très basique et incroyablement sec, accompagné de légumes trop cuits. Les immenses arches florales extravagantes composées d'orchidées blanches importées ont été entièrement abandonnées. L'établissement a simplement laissé en place la décoration standard de l'hôtel. Mais le plus grand désastre de la soirée a été l'alcool. Cassandra s'était vantée pendant des mois sur les réseaux sociaux du bar ouvert de première catégorie qu'elle offrait. Lorsque les invités sont arrivés à la réception, ils ont été choqués de trouver un bar payant très petit et géré de manière agressive, ne servant que des alcools bas de gamme et de la bière locale bon marché. Selon ma cousine, Cassandra a piqué une crise de colère mémorable dans la suite nuptiale, hurlant sur ma mère assez fort pour être entendue par la moitié de l'étage de l'hôtel. Elle a reproché à Béatrice d'être allée trop loin avec moi, et Béatrice a hurlé en retour, reprochant à Cassandra d'avoir des goûts trop coûteux. La belle famille fortunée que Cassandra avait tant cherché à impressionner était assise à sa table dans un silence très inconfortable, échangeant des regards gênés alors que la soirée médiocre s'éternisait. À 21h, près de la moitié des invités s'étaient poliment excusés et avaient quitté les lieux plus tôt, échappant complètement à la tension toxique qui flottait dans l'air. Ma famille avait enfin obtenu exactement ce qu'elle avait toujours voulu, un événement familial proche, entièrement débarrassé de ma présence agaçante et encombrante. Le seul problème était qu'ils ne pouvaient pas se payer le train de vie qu'ils estimaient mériter sans mon portefeuille en arrière-plan. Après ce week-end désastreux, le silence de ma famille a été absolument total. Ma mère n'a plus essayé de m'appeler depuis d'autres numéros masqués. Ma sœur n'a pas essayé de me contacter. Mon père est resté complètement invisible. Il savait enfin qu'il ne possédait plus aucun moyen de pression sur moi. Le mensonge de l'héritage avait été violemment exposé à leurs amis et à leur famille élargie, et la honte sociale de leur ruine financière les a tenus très, très loin de ma porte d'entrée. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils s'apprêtaient discrètement à vendre leur grande maison de banlieue pour s'installer dans un appartement beaucoup plus petit dans une autre ville. Essayant désespérément d'échapper au jugement des dames du country club qui connaissaient désormais la triste vérité. Le nouveau mari de Cassandra a apparemment dû prendre un second emploi juste pour rembourser les dettes de mariage restantes qu'ils avaient accidentellement contractées. Je n'ai pas proposé mon aide. Je n'ai pas envoyé de chèque.
J'ai simplement laissé les conséquences naturelles de leurs propres actions déplorables se dérouler exactement comme elles le devaient. J'avais passé 15 ans à être leur banque privée, leur punching ball émotionnel et leur plus grand secret. Maintenant, j'étais juste une étrangère avec un compte d'épargne très sain. 6 mois calmes et tout à fait paisibles se sont écoulés depuis ce terrible dîner de répétition. Ma relation avec mes parents est entièrement inexistante. Nous ne nous parlons pas pour les fêtes. Nous n'échangeons pas de cartes d'anniversaire. Ma sœur est complètement exclue de ma vie et je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où vit mon père actuellement. Et honnêtement, c'est la partie la plus saine et la plus belle de toute mon existence. Samedi dernier, Hazel et moi avons passé tout l'après-midi à l'aquarium de la ville, au centre-ville. C'était l'un de ces parfaits jours d'automne frais où le ciel est d'un bleu éclatant et aveuglant et où l'air semble propre et vif. Nous avons acheté des bretzels ridiculement trop chers et avons marché à travers les grands tunnels de verre sombre, regardant les requins et les raies glisser silencieusement au-dessus de nos têtes. Nous nous sommes finalement retrouvés devant l'exposition des méduses géantes. La pièce était sombre, éclairée uniquement par l'eau bleu néon lumineuse de l'immense bassin cylindrique. Les méduses dérivaient lentement, flottant de haut en bas dans un rythme hypnotique et paisible. J'ai regardé Hazel. Elle était appuyée contre la vitre fraîche, son visage baigné de cette douce lumière bleue. Elle souriait, d'un sourire réel, sincère, entièrement insouciant. Elle est si différente maintenant. En 6 mois, depuis que nous avons rompu les liens avec ma famille, l'anxiété sous-jacente qu'elle portait toujours a complètement disparu. Elle ne se crispe plus le week-end, craignant de devoir porter une robe qui gratte pour se rendre à une réunion de famille où elle serait discrètement ignorée ou froidement critiquée. Elle rit plus fort maintenant. Elle dit ce qu'elle pense sans craindre qu'on lui dise qu'elle en fait trop ou qu'elle est trop bruyante. Parce qu'il n'y a plus de réunions de famille toxiques auxquelles assister. Notre foyer semble plus léger, plus calme et infiniment plus sûr. À un moment, alors que nous regardions une méduse particulièrement grande flotter, Hazel a tendu la main, a attrapé la mienne et l'a serrée fort. Elle a levé les yeux vers moi, le regard brillant et joyeux, et m'a souri si librement que j'ai senti une gorge nouée soudaine. J'ai serré sa main en retour, luttant contre les larmes de bonheur qui menaçaient de couler. C'est à cet instant précis que j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement important. Briser les cycles générationnels toxiques ne ressemble pas toujours à une scène de film dramatique. Cela n'implique pas toujours des disputes hurlantes sous la pluie ou des excuses cinématiques massives. Parfois, briser le cycle ressemble à un mardi soir calme et sans histoire dans une maison sûre. Parfois, cela ressemble à des matins de week-end paisibles à faire des pancakes sans que votre téléphone n'explose d'urgence factice. Et parfois, cela ressemble à un enfant de 10 ans qui ne passe plus son temps à se demander si l'amour doit être mérité, acheté ou désespérément disputé. Ma famille a perdu son accès permanent à mon argent lors de ce week-end de mariage fatidique. Ils ont perdu leur trajet gratuit, leurs vacances de luxe et leur image publique confortable et mensongère. Ils ont perdu la banque silencieuse qui avait financé leurs illusions pendant 15 ans. Mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux que les milliers de dollars que j'économisais désormais chaque mois. J'ai récupéré ma vie entière. J'ai enfin cessé de confondre les sacrifices financiers douloureux avec l'amour véritable. J'ai arrêté de restreindre ma propre existence juste pour que des gens qui me détestaient se sentent légèrement plus à l'aise. Nous avons quitté l'aquarium alors que le soleil commençait à se coucher, peignant la silhouette de la ville de magnifiques nuances d'orange et de rose. Hazel tenait ma main alors que nous marchions sur le trottoir animé vers notre voiture, parlant avec enthousiasme des raies. J'écoutais sa voix, complètement libérée et pleine de joie, et je savais avec une certitude absolue que j'avais fait le bon choix. Nous n'avions plus besoin d'avoir une place à leur table. Nous avions construit notre propre table et les seules personnes invitées étaient celles qui savaient réellement aimer.